Let's get started. Alors, commençons. Alors, bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Mon nom est David Colato. Je suis le PDG pour Abacus Data, pour une firme de recherche à Ottawa et à Toronto. Et nous travaillons avec CanWatch depuis plusieurs années maintenant sur différents projets. Et je vais commencer notre webinaire aujourd'hui, la première partie, et je suis très emballé de participer avec Adriana. Elle va partager aussi ses idées. Alors, Adriana, oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Adriana Ianga et je suis une consultante en ressources humaines avec le Business Sherpa Group et je travaille avec CanWatch, Can SFE, et je donne du soutien pour les ressources humaines, le soutien pour les plus petites organisations, moyennes entreprises et concernant le marketing. Alors, très heureuse d'être avec vous ce matin. Et Adriana, nous allons travailler en équipe ici. Nous allons un thème similaire concernant l'épuisement personnel et l'engagement pour les employés. Et Adriana va parler davantage de l'engagement et elle va donner des conseils à ceux qui font face à un environnement qui a présenté beaucoup de défis pour que les leaders. Simplement quelques instructions. Nous allons avoir une séance de questions et de réponses. Ça va vous donner des occasions de partager. Il y a la boîte de clavardage. Alors, nous allons confirmer plus tard pour poser vos questions, mais ce que nous ferons, je vais présenter et aussi Adriana, et ensuite nous allons l'ouvrir pour les questions. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Et je suis donc l'homme des données dans cette conversation et nous avons fait beaucoup de travail pour essayer de comprendre comment la pandémie a affecté les travailleurs, les équipes. Et selon certaines différentes perspectives, j'ai terminé hier avec l'Association des pharmaciens qui ont produit de nouvelles données sur l'épuisement professionnel et le bien-être et la santé mentale des pharmaciens et pharmaciennes dans le pays. Les résultats ne sont pas bons, très bons. Presque tous les pharmaciens et pharmaciennes éprouvent de l'épuisement professionnel ainsi que les travailleuses de première ligne en santé. Mais je vais suggérer premièrement que ce n'est pas seulement à la première ligne que nous sentons l'impact de cela, mais c'est vraiment partout au pays. Alors, ce que je vais faire, c'est un peu développer, parler des données et ce que cela signifie lorsque vous pensez à votre équipe et vous-même en étant membre d'une équipe et comment se maintenir en santé et maintenir une perspective et tout en continuant vers l'avenir. Alors, je viens comme quelqu'un qui est fasciné donc pour comprendre ce que les gens font et ce que cela signifie face au comportement, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit l'électorat, que ce soit les consommateurs sur le marché. Mais nous allons nous concentrer sur le lieu de travail et comment créer de la résilience et engager les équipes pour pouvoir traverser les crises. Et beaucoup de vos équipes sont placées dans des situations, des endroits qui sont très uniques et qui présentent beaucoup de défis. Mais sans doute, le monde dans lequel que nous connaissions avant 2020 a changé d'une manière significative. Nous croyons que cela allait avoir des répercussions à court terme. Lorsqu'on a posé cette question en 2020 aux Canadiens et Canadiennes, 70 nous ont dit que ça allait être terminé dans 4 mois ou moins. Alors, nous étions dans l'erreur. Alors, les répercussions, les impacts de cette pandémie sur notre santé mentale, notre sentiment de solitude, notre niveau de fatigue et d'épuisement a été documenté, très bien documenté. Nous avons d'autres preuves dans différents secteurs, mais ce que nous essayons de comprendre, c'est comment se remettre,
comment rebâtir des équipes et des cultures d'équipe pour aller de l'avant, surtout dans un environnement où plusieurs d'entre nous ne sommes pas toujours physiquement présents. Nous travaillons virtuellement plus que jamais. Et tout cela, ce sont des questions importantes. Mais je vais commencer. Alors ça faisait partie donc c'est la revue de The Economist et en 2021, ils avaient parlé donc de l'économie de pénurie et c'est un terme d'une perspective socio-économique, mais aussi ce que cela signifie en termes des impacts sur les pensées, les esprits des gens, les choses que nous supposions ou comme nous, qui étions fortunés de vivre au Canada, nous avons souvent pris pour acquis certaines choses que nous avions expérimentées chaque jour. Par exemple, avoir certains produits alimentaires sur les étagères. Ça, c'était la première exemple de pénurie. Mais qu'est-ce que cela signifie, cette économie de pénurie? D'une perspective de leader, évidemment, cela crée des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Nous avons un niveau d'inflation la plus haute en 30 ans. Aussi, une pénurie de ressources humaines, de main-d'œuvre, d'attention, une pénurie parfois de manière et d'être poli. Alors, il y a beaucoup des histoires concernant les gens peuvent devenir impatients, les gens qu'ils servent. Alors, beaucoup de gens ont perdu, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont perdu certains principes fondamentaux de comportement. Et nous sommes dans un environnement où il y a un manque de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre, le taux de chômage, en dépit du haut taux d'inflation qui pousse ou le manque d'emploi qui est derrière la hausse d'inflation. Nous n'avons pas vu ces hausses depuis avant la pandémie. Et le Canada et les États-Unis sont loin nous voyons des postes vacants aux États-Unis qui met une pression sur les salaires. Mais moi, je vais me concentrer, ainsi qu'Adriana, qu'est-ce que cela fait à la pensée, à l'esprit de votre équipe et leur sens de but? 9 des Canadiens ont rempli un questionnaire en 2022. On leur a demandé d'évaluer leur position dans la main-d'œuvre. 9 des travailleuses canadiens ont quitté un emploi sans en avoir un autre en coulisses. Lorsque nous avons demandé pourquoi ils ont changé d'emploi, et je l'ai divisé entre ceux en plus de 45 et moins de 45. Alors, l'argent était un facteur, surtout pour les travailleurs et travailleuses plus jeunes, et ainsi que mes membres d'équipe avaient besoin d'un changement parce que le travail n'était pas intéressant. Alors, ça, c'était le facteur le plus important pour les deux groupes, surtout pour les plus jeunes. Mais regardez en bas. Je voulais davantage de souplesse. Alors, vous avez cet environnement maintenant où les gens, comme je vais vous montrer, à l'embauche, ils sont déjà épuisés, ils ont la tête basse, et ils ont essayé de traverser cette pandémie le mieux possible, mais ils ne se sentent pas vraiment épanouis dans leur travail. Ils parlent à un niveau émotionnel avec leurs partenaires, collègues. Alors, quand on essaie de comprendre le risque de perdre l'emploi et quels sont les défis pour maintenir l'emploi, nous voyons différents facteurs. Mais je veux regarder aujourd'hui sur quelque chose dans lequel je suis très intéressé en partie parce que moi-même, j'étais épuisé à la fin de l'an dernier. Et lorsque nous avons demandé aux Canadiens au début de cette année, est-ce que vous vous sentez en ce moment épuisé? Nous avons trouvé que que 44 moins de 45 ans et moins de 45 ans. Ce sont des chiffres assez élevés, mais nous voyons une grande différence entre ceux qui sont plus jeunes et ceux qui sont plus vieux. Et lorsque nous voyons certains secteurs, nous trouvions qu'il n'y a pas un seul secteur qui est préservé de cela, mais il y a des gens qui expérimentent des plus hauts niveaux. Et étant donné les conversations que nous avons aujourd'hui,
ceux qui travaillent dans des secteurs sans but lucratif ont moins de facteurs d'épuisement que ceux qui travaillent au niveau de la technologie, par exemple. Alors, ces groupes de 40 et plus des travailleurs-travailleuses disaient, « Ah, je me sens épuisé. » La technologie, charité, l'hospitalité, soins de santé, accueil, hébergement, tourisme, services personnels. Alors, chacun de ces secteurs sont différents, ont différents facteurs derrière eux. Alors, évidemment, ils sont dans la première ligne de la pandémie. On leur a demandé de porter davantage de charges, mais surtout, mais aussi ceux qui travaillent dans les organismes à sans but lucratif et les charités. Comparé à avant la pandémie, les choses sont devenues plus difficiles. Vous faites davantage avec moins. Et cette pression commence à bâtir, à augmenter. Et donc, ça crée un désengagement. Et vous sentez que vous avez vraiment perdu toute énergie pour aller de l'avant. Mais au-delà de se sentir épuisé, nous avons demandé aux gens dans la dernière année combien de fois vous êtes-vous senti épuisé. On peut voir les chiffres ici où presque la moitié des Canadiens ont dit au moins une fois, je me suis senti épuisé. La plupart des Canadiens ont dit au moins occasionnellement et 1 sur 3 ont dit je me sens ainsi constamment. Alors, ce n'est pas quelque chose qui afflige simplement une petite minorité de la main-d'œuvre, mais c'est répandu. Et nous n'avons pas beaucoup de données avant la pandémie pour dire est-ce que ça, c'est un plus haut taux ou moins haut taux. Mais mon sens, et il y a beaucoup de travail qui a été fait, surtout dans le secteur de la santé et aussi l'Association médicale canadienne, ont découvert que les médecins, le burn-out parmi les médecins a doublé durant la pandémie. 1 sur 4 médecins ont de l'épuisement professionnel. Alors, ça l'a doublé durant la pandémie. Alors, tous les indicateurs des autres secteurs aussi et la recherche qui a été faite, ça nous dit que c'est plus haut aujourd'hui. Et l'impact de tout cela, et Adriana va en parler davantage, comment se recouvrir de tout cela, comment être restauré et se sentir davantage fortifié. Alors, à quoi ressemble le burn-out ou l'épuisement professionnel? L'un d'eux, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des journées où vous vous sentez fatigué avant même d'arriver au travail? C'était la question. Alors, une majorité des Canadiens et Canadiennes étaient d'accord avec cela et on peut voir une lacune entre ceux qui sont moins de 45 ans et 45 ans et plus. 3 sur 4 en moins de 45 ans ont dit je suis fatigué avant même d'arriver au travail. Alors, cela va évidemment affecter comment j'interagis avec mes collègues, la qualité du travail et combien vous êtes enthousiasmé de votre travail dans l'avenir. Et lorsque vous voyez aussi quelques statistiques démographiques ici, et beaucoup sont d'accord ici, et c'est le même type selon l'âge ici où il y a des Canadiens plus jeunes sont plus aptes à dire je suis fatigué. Et si on ajoute les parents qui ont dû affaire avec l'apprentissage à distance, l'école à distance, toute la pression, peut-être d'être un parent, mais aussi d'avoir un parent plus âgé dont vous êtes aidant naturel. Alors, nos vies ont été vraiment sous beaucoup de pression. Et cela, au moins tôt cette année, et je crois encore aujourd'hui, cela déborde sur notre travail. Une autre chose aussi que nous avons explorée, et je suis fasciné de cette question, quelle est l'incidence de l'épuisement professionnel sur le bonheur? Le bonheur, c'est quelque chose de difficile à mesurer. Je suis quelqu'un qui veut le mesurer. J'aime avoir des questions de sondage là-dessus. Mais lorsqu'on nous a demandé 0 à 100 sur cette échelle, à quel point vous voulez être 100 étant très heureux et 0 misérable, alors en moyenne, c'est 64. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est mieux que 50, mais encore, ce n'est pas vraiment bon en tant que résultat. Et nous voyons une grande lacune entre ceux qui se décrivent comme étant épuisés et ceux qui ne le sont pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes misérable, mais ça signifie que vous êtes moins heureux avec votre vie. Et je crois que ça, c'est la clé, l'impact que nous voulons voir. L'autre chose aussi concernant d'être épuisé, ça nous force à avoir un verre moins la moitié rempli et l'autre la moitié vide. J'essaie d'être optimiste, mais
lorsqu'on parle aux Canadiens, Canadiennes, est-ce qu'il vous arrive de parler souvent, de parler mal de votre travail? 54 des moins de 45 ans et 35 45 ans et plus sont d'accord avec cette affirmation. Alors, encore une fois, nous voyons ce sens que d'être épuisé mène à être désengagé face au travail, à penser des pensées négatives face au travail, et cela peut se répandre et devenir comme un virus dans une organisation, une équipe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Je pense que les résultats sont importants, les conséquences. Pour beaucoup de jeunes membres d'équipe sont épuisés, mais aussi en même temps, ils sont en forte demande. Et depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs de l'économie. Alors, ils sont en même temps puissants, mais aussi imprévisibles. Puissants parce que l'inflation et les pressions sur les salaires pour les employeurs et aussi vraiment un désir pour avoir un engagement et un sens d'épanouissement dans le travail. Et ce nouveau monde de souplesse que la pandémie a facilité, cela signifie que ça va être plus difficile aujourd'hui de retenir les talents élevés et de les maintenir dans votre organisation. Alors, comme conclusion, avant qu'Adriana continue, pourquoi est-ce important pour moi? Parce que je crois que ça va être plus difficile de motiver une équipe épuisée, les gens qui sont fatigués, les gens qui sont moins ouverts à de nouvelles idées, manifestent moins de créativité et sont moins résilients face aux crises ou aux défis au travail ou sur une équipe ou avec une organisation ou les gens qu'ils servent. Je crois que nous avons de plus hauts risques d'un roulement personnel. Je ne pense pas qu'au Canada, nous avons vu autant d'une grande résignation qui a eu lieu à plusieurs endroits sur le marché américain, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire ici. À un moment donné, beaucoup de gens vont décider, surtout étant donné les choix qu'ils ont, ils vont chercher quelque chose de mieux, que ce soit dans leur secteur ou un nouveau secteur. Une des choses fascinantes concernant le travail que j'ai fait avec les pharmaciens et pharmaciennes, c'est 1 sur 4 pharmaciens ont dit il est probable que je vais laisser la profession complètement, étant donné comment je me sens en ce moment. Ma santé émotionnelle et mentale est tellement endommagée, tellement sous pression que j'ai décidé que je dois faire quelque chose de complètement différent. Alors, cela m'a conduit, ainsi que pour Adriana, si vous êtes un leader d'une équipe, membre d'une équipe, la compassion et l'empathie dans ce type d'environnement est très important. Je crois que les leaders empathiques sont les meilleurs leaders, mais surtout lorsque les gens se sentent fatigués et vulnérables, au lieu de dire, ah, ben, continue, puis faisant pas de cas, cela ne va pas être efficace pour motiver les gens. Alors, ça, c'est vraiment donc ma présentation concernant comment, lorsque nous sentons que nos batteries sont vraiment avides, et ce que je recommande à toute équipe ou tous les leaders d'équipe, faites une évaluation de votre équipe pour refléter l'état de pensée de votre équipe. Est-ce que vous êtes conscient de ceux et celles qui se sentent fatigués ou épuisés ou anxieuses concernant leur vie? Alors, je vais arrêter là. Adriana, donc c'est à vous. Merci, David. Alors, comment est-ce que nous adressons les défis que David a placés devant nous? Mon but pour le reste de cette séance, c'est de voir quelques idées pratiques, conversations pratiques concernant des choses que vous pouvez faire en tant que leader, dirigeant dans une organisation. Et j'espère que, et avec cette communauté, cela va vous permettre de partager aussi quelques idées entre vous, ainsi que vos questions. Alors, commençons. Et je pense que la première chose que j'aimerais partager, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le monde continue de changer et tout devient de plus en plus complexe. Et cette citation, donc, c'est un article
Nous savons que si ce sont des changements, de petits changements ou ce sont des événements qui changent le monde, chaque organisation a senti que ce changement est là et ça affecte la vie depuis 2 ans, surtout. Ça nous laisse un peu désorientés, frustrés, mal à l'aise et possiblement en détresse. Alors, en tant qu'employé, vous êtes aussi un employé en tant que dirigeant, c'est de plus en plus important de pratiquer l'autocompassion, d'explorer des situations versus de nous critiquer et d'embrasser, d'accepter des mécanismes pour apprendre de nos expériences. C'est très naturel de résister au changement et ça nous a pris 2 ans et peut-être certaines personnes le disent lorsque lorsque le monde retourne en normal, la réalité, c'est que nous allons continuer à voir le changement. Alors, j'espère que nous serons capables de parler en tant que leader. Alors, pour avoir du succès, c'est d'embrasser, c'est d'accepter le changement et aussi inciter, motiver nos employés à accepter aussi le changement. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, un sondage BetterUp a montré que de l'importance de bâtir la résilience avec nos équipes. Cela décroît l'épuisement par 19 et aussi le stress, ça réduit le stress de 24 Alors, pourquoi c'est important d'accepter le changement et créer un environnement pour la résilience? C'est qu'il y a des choses cohérentes concernant les personnes qui sont plus résilientes. Leurs propres histoires nous disent qu'il y a un sens sur sur quoi ils ont contrôle. Ils sont capables d'effectuer des changements personnels et ils sont capables de créer des buts, des objectifs pour eux-mêmes, parfois des buts comme étant des défis en tant que normes. Et ils créent des connexions aussi avec d'autres personnes dans le milieu de travail, dans leur communauté, et ils utilisent ces connexions comme des façons, des manières de mieux travailler à travers certaines situations et de partager et de collaborer les uns avec les autres. Et en général, ils voient les changements comme une occasion, une opportunité. Ils sont vraiment dirigés par la curiosité et l'optimisme. Alors, tout cela semble des choses merveilleuses et je crois et j'espère que toute organisation va souhaiter avoir pour tenter d'en faire partie. Alors, c'est une occasion d'aider, comme j'ai dit, de pouvoir accepter une différente relation avec le changement et de pouvoir aider à soutenir la santé personnelle comme un élément important pour aider les gens à gérer leur changement et ensuite de vraiment s'épanouir avec le changement et d'être heureux dans leur travail, dans leur vie et d'être capable d'être plus satisfait, plus engagé, comme nous avons parlé au sein de l'organisation. Alors, les normes de l'équipe, il semble qu'on retourne aux points fondamentaux, mais il me semble que depuis quelques années, avoir des normes d'équipe, c'est très significatif, important pour aider les gestionnaires à aider leur équipe et pour que les employés soient confiants, à l'aise, avoir cette cohérence et de comprendre votre position. Ça, c'est un facteur très important pour aider les gens à vraiment bâtir leur résilience, fortifier leur résilience. Et aussi, pour la confiance est vraiment fondamentale comme norme pour aller de l'avant. Et c'est compréhensible lorsqu'on parle de confiance, on parle de sécurité aussi. Ils vont vraiment main dans la main. Pour cette raison, je vous encourage d'avoir ces conversations difficiles concernant l'engagement avec vos équipes et de parler les choses qui leur font sentir comme insécures. C'est vraiment en partageant ces expériences que les gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Et ensuite, nous pouvons
faire en sorte que ça ne reste pas simplement dans leur pensée, mais qu'est-ce que cette personne a besoin pour qu'elle puisse se sentir en sécurité dans le milieu de travail ou en général. Et très important aussi pour l'organisation, c'est de créer des valeurs avec le but de connecter les personnes avec l'organisation. Alors, co-créer des valeurs avec votre équipe et avec le temps, évaluer et de s'assurer qu'elles soutiennent et alignent votre organisation avec à vos objectifs. Alors, ça fait en sorte que les gens ont des choses en commun avec l'organisation, avec leurs valeurs personnelles, sont alignés avec les valeurs de votre organisation. Alors, c'est un bon temps aussi de pouvoir avoir une conversation sur ces choses. Ce n'est pas simplement des mots sur une page, une feuille, mais une partie intégrée de la façon dont vous travaillez en tant qu'équipe. Et le troisième point, est-ce que je crois en la mission de l'organisation en tant que organisation non gouvernementale? Ça, c'est un des secteurs qui peuvent est très important ou la plus importante. Nous savons que les gens se joignent à ces équipes, et en particulier parce qu'ils sont passionnés de ce type de travail qu'ils font. C'est une autre façon de pouvoir rallier, de motiver votre équipe ensemble, d'être passionné de ce que vous faites. Et souvent, la compensation, ce que j'entends, est la raison pour laquelle il demeure, c'est vraiment une croyance. Euh, David a parlé des gens qui laissent pour aller dans d'autres secteurs. Cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui a laissé son travail. Euh, il avait un poste très élevé et très bien vu dans l'organisation, mais son commentaire, c'est qu'il n'avait plus de passion pour son travail. Alors, c'est important de comprendre cela et d'avoir ces conversations avant que cela devienne trop tard pour aider les gens, pour qu'ils puissent maintenir les choses pour lesquelles ils sont passionnés. Une autre chose essentielle aussi, quand vous parlez du retour de travail, par exemple, dans certains cas où euh, les stratégies, que ce soit virtuel ou hybride ou entièrement en personne, au bureau, en présentiel. Alors, on parle de flexibilité, de souplesse tellement important, de la normaliser. Nous avons vu que les gens qui travaillent à la maison, c'est devenu très important parce que vous travaillez de la maison, vous aviez vos enfants, vous êtes une mère, s'il y a quelque chose dans l'organisation. Mais avant, vous pouviez laisser la maison, aller au travail et laisser certaines choses en arrière maintenant. Euh, et nous voyons un individu entier. Ils sont un employé, mais ils sont aussi un parent, un aidant naturel et tous ces autres ces éléments qui composent leur personne. Vous allez voir aussi, vous avez observé que j'ai mis productivité entre guillemets. La raison, c'est l'idée que nous devons commencer à penser aux employés comme ayant des personnes avec des besoins de vie, d'avoir davantage. Donc, la ligne donc est un peu biffée, effacée, mais plus maintenant. C'est la même chose. Vous avez l'employé. Alors, c'est très important de comprendre ce qui est important et de travailler avec votre employé au point où vous êtes capable de créer donc des milieux de travail souples et flexibles. Et nous connaissons, nous savons, par exemple, il y a des lois concernant être déconnecté du travail. Alors ça, c'est reconnaître encore une fois l'individu et les besoins de l'individu dans une organisation. Alors, si vous pouvez parler donc d'aider les gens à être concentrés au travail, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de besoins personnels et d'essayer de fournir des occasions aux gens de pouvoir avoir davantage de flexibilité. Je crois que cela va produire davantage de satisfaction. Euh, Aussi, créer de l'espace ou des espaces. J'ai vu dans un sondage récent où 76
entreprises ont été testées et de ces entreprises, c'était le général, c'est d'avoir au moins une journée par semaine est critique pour une organisation. Alors, sans réunion. Alors, c'est de créer donc ce sentiment de sécurité, une organisation qui est capable de créer des espaces pour que les gens puissent penser, réfléchir. C'est une façon que vous êtes capable de mieux tirer profit des opportunités. Vous êtes capable d'être créatif et innovatif. Alors, c'est un outil très pratique et je sais que beaucoup d'organisations commencent à le faire où ils ont au moins une journée par semaine où les gens sont capables de ne pas avoir des réunions, mais de simplement de se connecter les uns avec les autres et de planifier leur travail, de penser, de réfléchir sur le travail qu'ils ont fait au cours de la dernière semaine et là où ils doivent s'améliorer. Alors, définitivement, je crois dans nos vies personnelles, nous mettons du temps de côté pour nos vacances, pour décomprimer. Alors, c'est une bonne occasion de créer cela dans le milieu de travail. Alors, mettre du temps de côté pour se concentrer et c'est bon aussi pour la productivité. Je voulais partager aussi. Alors, un outil en particulier que j'ai utilisé dans le passé qui a été très utile pour moi. Et c'est une méthodologie qui existe et qui a été utilisée donc depuis quelques années. Alors, c'est une technologie des outils qu'on a utilisés au cours des dernières années, mais qui parlent des individus et comment ils travaillent. Alors, c'est plus important, plus que jamais, de pouvoir voir le côté humain de l'accomplissement du travail. Alors, ça peut être aussi simple que, que de créer des séances de compte rendu de projet au début du projet, au milieu ou à la fin du projet, de partager ensemble comment on va faire les choses, comment les choses euh, se passent, qu'est-ce que nous avons appris, quelle devrait être notre célébration à la fin du projet. Alors, ce sont de bonnes conversations. Et ça, c'est évidemment une norme plus formelle sur comment on effectue le travail. L'autre secteur important, c'est encourager les communautés d'intérêt. Je trouve que cela fonctionne bien lorsque les employés eux-mêmes peuvent créer ces communautés d'intérêt eux. Ça peut être quelque chose aussi simple. Par exemple, dans une organisation, j'ai vu que un, un- un- un groupe de parents a été créé autour d'être des bons parents tout en travaillant à la maison, mais aussi d'être de bons employés. Alors, un leader avait partagé qu'elle avait créé euh, donc un système de feu de circulation pour son fils et c'était donc vers rentre. Tu peux rentrer si tu as un besoin dans la chambre, si tu veux parler. Si tu veux juste un câlin, tu peux rentrer. Rouge, ça veut dire que je suis dans une réunion. Alors, c'était une approche très simple que ce leader a utilisée et a partagé pour pouvoir aider leur propre famille de faire face, parce que cela crée du stress pour la famille aussi. Alors, d'aider aider la famille à pouvoir gérer le changement. Parce que vous pouvez imaginer, si c'est un jeune enfant, alors je te vois à la maison, donc l'enfant suppose qu'il peut venir et commencer à jouer. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que j'ai vu qui a été en place depuis longtemps, mais qui est devenu de plus en plus important, c'était concernant le bien-être et en particulier des groupes de marche. Les gens peuvent se motiver les uns les autres et cela aide l'équipe à être branchée, connectée les uns avec les autres. Et un autre aussi, c'est les arts. Euh, des, par exemple, des gens qui avaient des séances de musique ou une réunion informelle et les gens qui avaient des instruments de musique. Une personne, par exemple, a dirigé ou a eu une séance
de peindre. C'était pas vraiment sur la qualité, mais de simplement de partager ensemble et de créer donc des groupes, que ce soit formels ou informels, qui avaient des intérêts communs. Alors, très important, encore une fois, pour aider les gens à créer des connexions, à parfois reculer face aux défis de leur travail. Alors, définitivement, cela a une valeur considérable pour toute organisation. Et ensuite, le dernier point que je veux partager, c'est concernant donc dirigé par engagement. Et c'est assez simple, mais difficile à mettre en œuvre. C'est un peu comme de l'exercice. Ça prend du temps de commencer, mais une fois que euh, donc ça va améliorer ma vie. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'idée que dans chaque interaction, il y a un client et un exécutant. Et il y a 4 étapes, la préparation, négociation, épanouissement et satisfaction. Et à chaque interaction, pour ce client et cet exécutant, c'est évident. Et c'est important que ce n'est pas gestionnaire et employé parce que parfois le client et l'exécutant vont dépendre, ça va dépendre de la demande, de la source de la demande. Dans la préparation, c'est important que vous compreniez les attentes de la personne qui place la demande. Alors souvent, nous avons des suppositions que la demande que nous entendons, nous allons travailler. Parfois, ça crée plus de stress et de travail. Mais au point où nous sommes capables de prendre du temps dans cette étape de préparation et de considérer ce qui est possible pour pouvoir poser des questions, c'est très important. Et dans l'étape de négociation, le client, les négociations, c'est le temps idéal de voir à quoi cela peut ressembler. À la fin, lorsque je vais livrer, à quoi ça ressemble pour vous? Quelles sont les conditions de satisfaction? Quand en avez-vous besoin? Et qui est l'auditoire? Est-ce vous ou est-ce que vous présentez, par exemple, au conseil de directeur? Là, ça fait une différence. Et la troisième étape, c'est donc la promesse d'exécution. Alors, l'exécutant donc produit le travail promis et ensuite le client déclare que le livrable est accompli. Et l'étape finale, c'est la satisfaction du client. Il va donner de la rétroaction à cet égard. Alors, cela est très important pour assurer la clarté et qu'il y a une meilleure communication, une meilleure compréhension. Et cela peut être utilisé pour des petites demandes ou des grandes demandes. Alors, vous allez voir avec le temps, lorsque vous allez utiliser régulièrement ce type de langage, cela va devenir faire partie de la façon que vous travaillez avec votre organisation pour aider les gens à vous concentrer et pour vous aider, vous, si vous faites une demande ou quelqu'un vous fait une demande, vous allez comprendre c'est quoi ce livrable et vous allez le faire directement si vous voulez la première fois. Alors, en sommaire, alors, il s'agit ici de gérer par engagement, d'assurer la clarté, l'espace sécuritaire, la constance dans la langue de prestation. En tant que leader, c'est important de faire une demande plutôt que de donner aux gens ou dire aux gens de faire quelque chose. Parce que si vous faites une demande, cela invite la conversation, cela invite les questions que les employés peuvent avoir lorsque cette demande vient sur leur bureau. Aussi, de négocier des engagements clairs, ne pas attendre la dernière minute et renégocier si cela est nécessaire. Si vous avez reçu une demande en particulier et si vous savez que vous n'allez pas pouvoir l'accomplir dans le délai prescrit, alors vous pouvez retourner, renégocier tôt pour que la personne n'ait pas laissé insatisfaite. Et ensuite, en général, je crois, en tant que leader, d'être résilient. Quelques exemples, par exemple, où vous créez une vision, si vous voulez, pour vous-même, à quoi cela ressemble à votre équipe. Ça peut être différent pour chaque équipe.
si en tant qu'employé, OK, j'ai de bonnes relations, j'ai un réseau de soutien au travail, j'ai un sens de but dans ma vie, d'accomplissement. Je sens que j'apprends, que je grandis et en passant tous ces points, si vous, selon ce que j'ai dit, ou plutôt les thèmes communs des gens résilients, lorsque ces choses se produisent, ça crée de la résilience et ça grandit. Et en général, l'organisation s'en ressent mieux. Alors, cela donne donc, ce sont des conseils rapides. Je suis sûr qu'il y en aura plusieurs, mais avec le temps que j'ai, alors, ce sont donc des conseils que vous pouvez utiliser dans vos activités journalières. Merci beaucoup, c'est tout. Alors, nous allons maintenant passer aux questions, David. Oui, alors, nous avons à peu près 15 minutes. Adriana, peut-être pendant que les gens pensent aux questions qu'ils veulent poser. Ah, non, en voilà une. Je vais y aller immédiatement. Alors, nous avons Jennifer qui est intéressée. Oui, voilà, on peut t'entendre maintenant, Jennifer. Alors, merci pour votre présentation. Je pense que les deux ont été merveilleux et s'agencent bien ensemble. Ma question est concernant, je crois, pour Adriana, elle parlait en termes de passion pour le travail et David parlait de l'épuisement professionnel. Alors, peut-être des conseils ou des pensées sur ce que les ONG peuvent faire concernant quand la passion ou et l'épuisement sont en collision. Alors, est-ce que ils peuvent avoir de l'épuisement, surtout pour les plus petites organisations? Pour moi, nous avons 8 membres de personnel. Alors, est-ce que vous voyez cela? Vous avez l'habitude de voir cela? Oui, absolument. Je fais beaucoup de travail avec des petites ONG. Alors, ça, c'est une des conversations que nous avons sur une base régulière. Je crois que certains points dont j'ai parlé, que ce soit des projets, le fait d'ouvrir la porte et de créer des occasions pour que les gens puissent avoir des conversations sur le travail qu'ils font, je crois que ça aide à reconnaître quels sont les défis pour cet individu. Par conséquent, de pouvoir l'adresser plus tôt avant que cela mène à l'épuisement. Alors, créer un environnement où les gens se sentent à l'aise, que ce soit au début d'un projet ou que ce soit dans vos réunions euh, euh, professionnelles. Alors, de faire des vérifications de temps à autre, parce que vous avez raison, les gens qui ont une passion pour leur travail vont aller de l'avant à pleine vapeur et ils ne se sentent pas à l'aise d'arrêter. Alors, parfois, il appartient au leader de réinitialiser ou recadrer ce qui est nécessaire ou ce qui est exigé de leur part. Et j'aimerais ajouter aussi, très bonne question, Jennifer, vous avez parlé d'une petite équipe comme la vôtre. Dans un environnement où les gens se sentent vraiment surchargés, et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vraiment la passion, travail, interagir avec la responsabilité et avec un sentiment qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Donc, moi, je dois le faire. Alors, je pense que c'est ça que tu veux dire, Adriana. Alors, possiblement dans une organisation comme la vôtre et probablement tous les participants ici sont plus aptes à un autre type d'épuisement. Un qui est motivé par, en même temps, des facteurs externes que nous connaissons, mais aussi la pression interne qui est créée par le fait de travailler premièrement sur une petite équipe, avec une petite équipe ou sur un secteur pour lequel vous êtes passionné. Vous sentez que vous faites une différence et que si vous ne le faites pas, les choses ne s'accompliront pas. Alors, c'est pour cela, je crois que nous voyons, comme avec ce sondage que nous avons fait, les ONG, les charités étaient très hauts sur ceux qui rapportaient qu'ils étaient épuisés professionnellement. Très bonne question.
Alors, pas d'autres questions? Alors, vous pouvez partager vos pensées, même si vous avez un commentaire aussi, quelque chose que vous voulez contribuer. Peut-être je vais, Adriana, te poser une question. Lorsque vous avez vu les données que j'ai présentées et le travail que vous avez effectué au cours des dernières années, quel est votre sens? Qu'est-ce qui est normal, entre guillemets, un épuisement professionnel normal pour vous? Alors ça, c'était la chose que je ne pouvais pas mesurer. Est-ce que vous voyez que c'était un problème qui existait avant même la pandémie? Peut-être c'est là ma question que je me pose. Je dirais que vous avez toujours certaines poches, surtout Jennifer a raison quand on pense à des organisations où euh, vous servez pour un certain but, objectif, pour aider la communauté, la société, peu importe. Où alors, dans de telles conditions, ça ajoute du stress sur les personnes. Alors, qu'est-ce que je dois faire versus mes capacités personnelles? Et je pense que la pandémie a vraiment exacerbé tout cela et a agrandi le problème. L'autre chose que la pandémie a fait, c'est que les gens n'avaient pas les moyens normaux pour pouvoir aller faire quelque chose de différent. Ils ne pouvaient pas aller au gymnase, ils ne pouvaient pas socialiser avec leur famille parfois. Alors, ce sont des choses que nous avons besoin, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, d'être capable de pouvoir rebâtir notre résilience. Nous devons vraiment alimenter à l'intérieur pour pouvoir donner aux autres. Alors, je crois que c'est ce que la pandémie a fait. Ça a vraiment accéléré euh, les choses, rendu les choses pires. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler avec les équipes, les teams pour travailler avec les équipes pour travailler avec les facteurs internes. Surtout cette ligne entre la famille et le travail, la vie personnelle, la vie professionnelle, maintenant, n'existe plus. Alors, on doit créer des occasions pour les gens de se connecter entre eux, de partager des expériences les uns avec les autres, de pouvoir rire avec les autres, parce que ce que cela signifie, ça vous donne un peu plus de combustible, n'est-ce pas, pour continuer de l'avant. Alors, définitivement, cela a toujours été que toutes les organisations ont à faire, mais c'est tellement universel maintenant, que ce soit au Canada, ils en parlent maintenant, et la pandémie, comment cela a été géré. Ici au Canada, vous avez aussi les Autochtones, aussi avec les pensionnats, il y a des guerres que les gens ont traversées, vous avez le travail et la vie. Alors, toutes ces choses mises ensemble ont créé un sens dissonant pour les gens parce que qui on pensait que nous étions et comment on allait se comporter tout à coup avec toute cette pression, avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors, parfois, on parle de gens qui sont, par exemple, rudes. Alors, c'est de reconnaître que cela va se voir dans votre milieu de travail. Oui, il semble qu'il n'y a pas une semaine où il y a une nouvelle en quelque part dans le monde que la Cour suprême, par exemple, aux États-Unis, potentiellement, qui enlève les droits d'avortement. Alors, il semble que c'est une chose après l'autre. Et la chose que vous avez parlé sur la manque dans lequel nous trouvions un refuge, par exemple, prendre des vacances, de vraiment créer donc un espace vide et de voir qu'est-ce qui pousse le bonheur ou comment le bonheur est perçu, d'être capable d'anticiper quelque chose dans le futur auquel on s'attend. Alors aussi, c'est un bon facteur, un facteur important. Mais s'il n'y a rien, alors, j'ai une question ici. Oui, j'allais juste. Oui, nous avons quelques questions ici. Alors, tout le monde peut voir dans la clavardage Diana qui pose la question pourquoi est-ce que
ceux qui sont sous 45 ans rapportent davantage de burn-out, de stress, d'anxiété. Alors, est-ce que vous avez des hypothèses ou des possibilités? Alors, je suis curieux d'avoir vos pensées aussi, mais la recherche que moi j'ai faite au cours de cette pandémie a démontré d'une manière cohérente, surtout parmi les jeunes Canadiens et Canadiennes, rapporte davantage la solitude et l'anxiété, que leur vie a été vraiment perturbée par la pandémie. Et ce n'est pas seulement leur vie quotidienne, mais pour plusieurs, surtout pour les sous les 30 ans et moins, et vous venez de commencer sur le marché du travail, ça place une pause. En plus du fait que si vous pensez combien tout est dispendieux pour acheter une maison, pour avoir des choses fondamentales que les gens pensaient qu'ils pouvaient avoir, la pandémie a vraiment empiré les choses. Alors, je pense que c'est un mélange d'être une étape dans votre vie où tout est concernant l'anticipation et qu'est-ce que nous voulons voir dans le futur. Et cette pandémie nous a rappelé qu'ils ne peuvent pas compter sur ces choses. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, par exemple des étapes de la vie, pas simplement générationnelles, mais des étapes de la vie. Par exemple, vous êtes un parent avec des jeunes enfants. Si vous avez des parents plus âgés, alors vous êtes préoccupé pour les grands-parents. Alors, il y a beaucoup de mélanges et cela rend les choses plus difficiles. Et c'est pour cela que nous voyons donc cette sensibilisation accrue. Un autre point aussi, c'est que les jeunes peut-être sont, ben, je ne dis pas qu'ils sont mieux pour comprendre leur état émotionnel, mais ils sont plus aptes à en parler. Alors, une des choses, hypothèses que j'ai, est-ce qu'ils sont plus sensibles lorsqu'ils sont épuisés et peuvent l'exprimer? Je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il leur est ajouté. Il y a une question ici de Myriam. Alors, merci pour les bons conseils. Alors, quels seraient donc vos conseils pour le personnel qui éprouve le burn-out numérique avec Zoom, Teams, ainsi que ceux qui soutiennent l'école en ligne avec les enfants, tout en essayant de maintenir un soutien social et une connexion par le biais des groupes et de réseaux virtuels? Alors, quel, quel conseil concernant ce burn-out numérique que nous éprouvons? Oui, alors je peux commenter sur. J'ai travaillé avec une organisation il y a quelques années qui était vraiment, qui travaillait pour for- concernant les forces mobiles et la façon qu'on l'a mis en œuvre. On se concentrait beaucoup sur la technologie et nous n'avions pas la COVID, évidemment, et tout cela. Mais même dans cet environnement, de passer de présentiel à virtuel, ça a causé beaucoup de défis pour l'employé. Alors, nous avons passé du temps à parler comment comment nous communiquons différemment versus de se concentrer sur l'outil. Alors, en changeant la conversation en termes de comment nous communiquons, quand nous communiquons, quels moyens utilisons-nous pour communiquer, je crois que cela aide parce que les gens le voient comme une façon de faciliter leur capacité de travailler à distance et toutes les autres choses qui accompagnent le travail à distance. Je crois que c'est une situation unique parce que vous avez une flexibilité additionnelle de faire leur propre travail, essayer de soutenir vos enfants qui travaillent aussi à la maison et tout le reste. Alors, cela présente beaucoup de défis. Alors, je n'ai pas une réponse spécifique à part de dire essayer d'utiliser les outils, pas seulement pour utiliser pour le travail, mais aussi de l'utiliser pour l'agrément. Et cela aussi, cela aide les gens pour arrêter de penser à l'outil, mais que c'est simplement un autre moyen pour accomplir les choses. Alors, notre temps est presque écoulé. Alors, merci beaucoup, Adriana. Peut-être je vais conclure en disant, en remerciant tous les participants, participantes, leurs questions et d'être un auditoire. Donc, de bon. Alors, merci pour Tina qui est derrière, donc, pour coordonner
coordonner toute cette séance. Adriana, est-ce que tu as des derniers conseils d'espoir pour naviguer ce nouveau monde? Alors, je vais dire, comme j'ai dit, exercez la bonté envers vous-même, l'autocompassion. Je ne connais pas évidemment tout le monde ici sur l'appel, mais si vous êtes des leaders dans l'organisation, alors vous devez non seulement le faire pour vous-même, vous devez aussi être capable de soutenir votre équipe. Alors, ça, c'est important pour exercer l'autocompassion et ça vous donne une autre manière de penser lorsque vous faites face à ces choses. Alors, sur cette note, Adriana, c'est un plaisir de vous connaître lors de cet événement et pour tous les autres. J'espère que vous allez avoir une bonne journée et pour une bonne semaine. Alors, merci beaucoup. Merci de vous joindre à nous.